J'aimerais prendre aussi cette occasion pour féliciter Scott Delaney pour avoir gagné le prix PHB. Et je suis sûr que le docteur PHB serait fier du travail que Scott a fait au niveau de la prévention des commotions dans le sport. Vous savez, on dit souvent que le docteur PHB est un homme de vision. C'est grâce à lui que maintenant nous n'avons aucune blessure à l'œil dans notre sport. Et je peux vous dire, comme représentant aux médecins à la Fédération internationale de hockey sur glace, que souvent ils nous appelaient pour nous demander qu'on applique le règlement d'avoir aucun coup à la tête. Et puis ça, c'était en 1998. On a finalement écouté et on a adopté le règlement en 2001-2002. Bon, je suis le dernier conférencier et puis je vais faire en sorte peut-être un résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, si vous avez bien écouté, vous pouvez prendre une petite pause, un petit peu de sommeil. Mais si vous n'avez pas écouté ce matin, bien là, je vais peut-être vous dire quelque chose de nouveau. Comme Vincent avait mentionné, dans ce groupe ici, il y en a combien, pas nécessairement qui sont thérapeutes, mais qui sont soigneurs pour leur équipe, en fait, leur fils ou une équipe de hockey? Il y en a pas mal. En fait, comme vous pouvez voir, quand on est parent d'un joueur de hockey et qu'on a la première réunion, quand notre fils a fait l'équipe, il nous demande toujours, bon, ça nous prend un soigneur. Qui voudrait être volontaire? Là, absolument, il n'y a pas personne qui lève sa main, mais il faut quand même désigner quelqu'un. C'est habituellement quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine qui a donné le travail d'être soigneur. Donc, ça implique quoi? Naturellement, il va y avoir des blessures. Puis je peux vous dire, même comme médecin, que j'ai eu l'honneur d'avoir ce rôle, que ça nous rend nerveux un peu quand notre joueur, notre athlète, même des fois notre fils se blesse. Il faut aller voir ce qui se passe. T'sais, nous, médecins, on est dans notre bureau, on est à l'urgence. Bon, les paramédics arrivent, ils nous disent qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, d'y aller, là, puis de savoir là, qu'est-ce qui est arrivé. Et je vais vous donner un petit extrait, une petite vision d'une blessure qu'on a eue dans les championnats mondiaux en dessous de 20 ans. Vous allez voir que c'est des blessures qui peuvent arriver, même s'il n'y a pas beaucoup de contact. Ça va arriver à peu près dans 10-15 secondes. Donc, le joueur a glissé. Et là, il faut aller voir ce qui se passe. Il ne bouge pas. Bon, bien, si vous voulez deviner qu'est-ce que c'est. Quelqu'un qui veut deviner? C'est beau, c'est bien. Commotion peut-être? Parce qu'on parle de ça. Là, vous allez voir un peu plus près ce qui est arrivé. C'est vraiment un accident banal, le coup. Et là, je vais vous donner la... Vous voyez? Donc, il y a une commotion, mais il y a aussi une fracture de ces deux. Et ce joueur a été rapatrié en Suisse par le traitement. Donc, quand vous avez un joueur qui a une perte de connaissance, n'oubliez pas le coup. Il faut absolument le stabiliser pour ne pas le bouger. Je pense que, puis quand il arrive une perte de connaissance, je peux vous dire, dans toutes mes années, puis je suis chanceux, puis je pense qu'on est chanceux, mais la majorité du temps, l'athlète va se réveiller. Donc, si vous attendez un peu, il va se réveiller. Mais quand même, assurez-vous que s'il y a un protège-dents, qu'on l'enlève ou qu'il n'y a pas d'obstruction, qu'il respire, puis naturellement, la circulation. Puis moi, il y a des règlements, là, quand je suis devenu le soigneur de l'équipe, les joueurs ne pouvaient pas mâcher de gomme pendant la partie pour ces raisons-là. Et comme qu'on a parlé ce matin, le lien avec d'autres blessures. Puis je me fais toujours prendre, je vois un joueur qui a une lacération, qui a un œil comme que c'est, puis j'oublie souvent même de demander, bien écoute, avez-vous mal à la tête, avez-vous des étourdissements? Donc, quand vous voyez des blessures au visage, il y a probablement ou possiblement une commotion, puis n'oubliez pas non plus que le cou va probablement être impliqué. Les symptômes. Le joueur, lui, quand il décrit ses symptômes, il ne dira pas le langage que tu vas entendre.
en médical. Il va dire, ben, je suis perdu, je suis confus, je ne sais pas ce qui se passe. Puis nous autres, on est supposé de faire quelque chose avec ces symptômes-là, qui vont probablement être soit un mal de tête, des étourdissements, voire des étoiles. Puis, probablement, le symptôme le plus fréquent, c'est la réaction est lente. Ils ne sont pas toutes là. Et naturellement, on leur demande les questions qu'on a posées ce matin. Puis c'est important de poser des questions courantes, c'est-à-dire ne demandez pas son nom ou son âge, parce que ça, là, c'est de longue date. Ça, il ne l'oubliera pas. Mais si vous demandez c'est quoi le compte, quelle période qu'on est, fort probablement, s'il y a une certaine amnésie, il ne se rappellera pas. Et naturellement, les mots là, pour essayer de se rappeler. Retour au jeu. S'il y a une doute, si vous avez quoi que ce soit comme doute, s'il vous plaît, il ne peut pas retourner. Et puis, c'est sûr et certain que je me suis fait prendre à nombreuses occasions dans les années précédentes, c'est de laisser un joueur retourner parce que ses symptômes avaient disparu et de trouver le lendemain que l'athlète avait des symptômes. Puis c'est sûr et certain que l'athlète, peut-être même, il te dit la vérité parce que les symptômes, immédiatement, ont disparu. Mais on sait maintenant que la commotion cérébrale, c'est une blessure qui évolue. Donc, ce qu'on voit maintenant pourrait être différent dans 12 à 24 heures. Retour au jeu. C'est sûr et certain qu'il faut l'interdire la même journée et surveiller son évolution, comme qu'on a parlé, un joueur qui est confus, et tous les joueurs qui ont eu une commotion cérébrale devraient être évalués par un médecin. Il faut s'inquiéter, comme on en a parlé, si le mal de tête s'aggrave, là c'est un petit peu plus urgent, vomissement, confusion et somnolence. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, ça veut juste dire que, écoute, on ne prendra pas de chance, il faut aller à l'hôpital immédiatement ou appeler votre médecin pour qu'il le voie tout de suite. Et le traitement, c'est le repos. Le repos, on en a parlé ce matin, jusqu'à date, c'est le seul traitement qu'on a qui fonctionne. Donc, c'est le repos total. Et on a parlé des étapes avant le retour au jeu. Je ne veux pas exactement les décrire, mais c'est une progression de l'activité physique qui est importante. Puis ce qui est important là-dedans, comme vous voyez, là, les petits points, c'est qu'il y en a à peu près 5 ou 6. Donc, immédiatement, là, ça va vous prendre une semaine avant que le joueur retourne au jeu. Puis moi, ce que je dis, c'est que, bon, là, vous allez voir votre médecin, puis avant que vous allez retourner au jeu, je veux que vous revoyiez votre médecin encore une dernière fois après avoir passé les tests, les différents tests, et que vous avez réintroduit le contact dans le hockey. Et ça, là, si vous avez une récidive des symptômes ou une rechute des symptômes, on retourne au repos complet. Je ne peux pas imaginer que s'il y a mal à la tête, bon, finalement, quand il y a un peu de contact ou quand tu fais une aérobie intense, que là, il faut juste le reculer d'un pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le recule au début, on prend une autre semaine parce que probablement les symptômes sont encore là et puis ça ne s'en va pas de suite. On a parlé un peu de prévention et je n'en parlerai pas plus, sauf que je dis, en ce moment-là, on sait que les casques ne protègent pas contre les commotions cérébrales. On sait qu'ils protègent contre les traumatismes crâniens. On sait que la visière, il n'y a pas nécessairement de recherche sauf que peut-être ça diminue la sévérité et aussi pour les protège-dents. Mais si on peut influencer les joueurs qui vont porter les pièces d'équipement comme le protège-dents, même s'ils ont une visière, je pense que non seulement qu'on leur protège leurs dents, mais qu'on leur assure une protection maximale au cas qu'une journée, on va savoir ou on saura qu'il y a définitivement une protection. Prévention. Moi, je pense que la prévention dit tout. Conditionnement physique, musculature du cou. Naturellement, aucun retour avant d'être à 100%. Et probablement, ce qui est encore plus important, c'est la mentalité et le comportement du joueur en question, qui doit se méfier des coups en retournant au jeu. Un joueur qui a la tête basse continuellement, qui ne sait pas où est son adversaire, est à risque de se faire frapper et d'avoir une autre commotion. L'adversaire, en même chose, doit se comporter d'un aspect qui respecte le joueur en question
Et si on voit, moi je pense que ça va être un peu comme les mêmes choses, comme les mises en échec par derrière, que si on applique un règlement que si vous voyez un joueur qui a la tête basse, ce n'est pas le temps de mettre une épaule dans son visage pour lui donner une commotion. Donc, en fait, prévention, je pense qu'on a identifié plusieurs choses qui pourraient aider dans la prévention. L'application des règlements. Les règlements n'ont pas frappé au visage. La culture du sport et l'influence du soigneur et de l'entraîneur. Si vous avez un entraîneur là, qui vous influence au niveau de l'agressivité physique, une équipe qui intimide, vous avez plus de chances de causer des commotions que pas. Donc, je pense que c'est important, nous aussi, les coachs ou les entraîneurs qui sont ici, d'aider dans ce domaine. Pédiatrie. Pédiatrie, c'est un autre domaine. Puis on a vu avec le consensus qu'on sous-estime les blessures. Et non seulement qu'on sous-estime les blessures, mais ça prend beaucoup plus de temps pour un enfant de se réhabiliter d'une commotion cérébrale qu'un adulte. Et on devrait garder cet enfant encore plus longtemps au repos qu'un adulte. Ça fait que si vous donnez des séjours pour un adulte qui se comporte bien, qui a passé toutes les étapes, pour l'enfant, on devrait au moins doubler cette période de récupération parce qu'on sait que ce cerveau est en phase de développement et ne prend pas les coups aussi bien que le cerveau des athlètes qui sont plus âgés. Fédération internationale de hockey sur glace collecte des données depuis à peu près 1998 au niveau de toutes les blessures, incluant les commotions cérébrales. On a changé les règlements en 2001 et 2002. On a maintenant 2 arbitres sur la patinoire qui ont l'autorité de donner des punitions sévères. On a émis à chaque année un genre d'annonce que les bâtons élevés vont être punis sévèrement. Et si on regarde les données, le nombre de commotions cérébrales n'a pas changé. Donc, il nous manque quelque chose parce qu'on travaille fort, mais ils sont encore là. Et on pense que peut-être, en changeant peut-être un peu la mentalité et le comportement du joueur, en ce qui concerne le respect, peut-être c'est l'outil qui va nous aider à diminuer les blessures. Bon, blessures des soigneurs, mon Dieu. Fait que c'est un risque même d'être un soigneur. Eh bien oui, quand on va aller voir un petit joueur sur la patinoire, quand on traverse la patinoire, on a des chutes sur la glace. Et dans l'étude qui a été faite par Hockey Canada, ils ont recueilli 998 blessures, qui incluent 94 commotions cérébrales et 226 fractures. Bien, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Il y a certaines associations qui ont fait des règlements en sorte qu'on ne pouvait plus traverser la patinoire, même les entraîneurs, et d'encourager les soigneurs à porter quelque chose sur les pieds qui ne glisse pas, tels que des crampons, comme vous voyez sur ce diapositive. Et finalement, j'ai eu un frère qui m'a appelé il y a peut-être 2 semaines qui me disait qu'est-ce qui arrive avec Hockey Canada? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, là, je suis obligé d'avoir des parents dans le vestiaire. Puis non seulement un parent, mais 2 parents. Je lui ai dit, tu devrais peut-être en parler à Todd, parce que c'est Todd qui fait les règlements. Pas tout à fait. Mais, vous avez ici ce phénomène qui arrive dans le vestiaire, le box dans le vestiaire. Et je peux me rappeler, quand j'étais soigneur avec l'équipe de mon fils, que j'ai eu 2 fractures dans le vestiaire de jeunes qui se luttaient parce qu'il n'y avait aucune supervision. Et qu'est-ce que c'est le box dans le vestiaire? C'est un phénomène là, qui est tout à fait étonnant, mais qui est là. C'est un combat qui arrive après le match. Les jeunes mettent des gants et des casques et se donnent des coups de poing, comme dans une arène et comme dans un combat de boxe. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Naturellement, potentielle blessure à la tête. C'est des comportements typiques de l'adolescence. Hein? C'est des tests de virilité. Ils vont faire ce que vous leur dites de ne pas faire, et puis c'est tout fait en secret. Donc, l'enfant qui a une commotion cérébrale, il ne vous le dira pas parce que c'est arrivé dans le vestiaire. Donc, les risques sont là pour même ce genre de comportement
Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut être au courant. Et comment qu'on le fait? On sensibilise, on surveille. C'est bien de valeur, mais on a besoin des parents dans le vestiaire, surtout pour les adolescents. Et finalement, la communication, pourquoi qu'on le fait. Ça, Fair Play Respect, c'est un logo qu'on a à la Fédération internationale de hockey sur glace, qu'on a adopté en l'année 2000-2001, qui est à travers tous nos championnats. Et on le pousse, et on le pousse, et on le pousse, parce qu'on pense que c'est une méthode de prévention. Finalement, je vais vous parler un peu du dernier consensus que nous avons eu dans le milieu sportif, qui a été organisé par les fédérations que vous voyez, incluant la Fédération de hockey sur glace. Et un consensus est arrivé qu'en traitement, il n'y avait aucune différence entre le traitement des joueurs de haut calibre et les joueurs ordinaires. Donc, il fallait appliquer les mêmes règlements. Mais, cependant, on peut dire que la majorité des commotions vont guérir en dedans de 7 à 10 jours. Fait que la majorité vont être correctes, mais il faut prendre le temps pour s'assurer qu'ils vont être corrects. Attention, si vous avez un athlète qui perd connaissance pour un laps de temps, si vous avez de l'amnésie, si l'athlète, c'est sa deuxième commotion, il y a beaucoup plus de symptômes que juste un petit mal de tête. Et s'il y a un syndrome d'inattention, ces joueurs-là, il faut se méfier parce que ces commotions-là peuvent durer plus longtemps et ils sont plus à risque ou à un risque plus élevé d'en avoir un autre dans un temps immédiat. La pédiatrie, c'est un sujet qu'on commence à parler de plus en plus. Les symptômes sont différents parce qu'ils ne communiquent pas de la même façon. Les parents devraient être impliqués. C'est bien important parce que vous allez voir le comportement à la maison, même à l'école. Le repos psychologique ici est primordial, avec une période de repos plus longue avant de recommencer à pratiquer ou à jouer. Et finalement, on a parlé un peu d'une carte d'évaluation que vous pouvez avoir pour évaluer l'athlète qui a subi une commotion cérébrale. C'est ce qu'on appelle la carte SCAT, qu'on a parlé un peu. C'est un outil de sensibilisation. Puis la raison que je l'aime, c'est parce que quand il y a un athlète qui se blesse, tant au niveau du hockey mineur ou au niveau de la Ligue nationale, je peux prendre ma carte, puis je peux la regarder puis savoir quoi y demander. Parce que souvent, tu dis, oh, mais là, qu'est-ce. Fait que là, on peut regarder tout ça en même temps. Il y a une petite carte, ce qu'on appelle un pocket scat, qui décrit tous les symptômes, les tests de mémoire qui sont simples et naturellement balancés. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement les 3 tests qu'on a parlé de ce matin, seulement lui faire fermer les yeux puis voir s'il va décrocher. Et si vous avez soupçon de quoi que ce soit, immédiatement, on l'envoie voir le médecin. Quoi de neuf? On a eu récemment le sommet de la clinique Mayo concernant les commotions cérébrales, spécifiquement dans le hockey, avec un plan d'action et une sensibilisation par la suite. Et les conclusions du sommet ont été celles-ci. Il y a eu, puis encore probablement, une petite controverse avec des retours des athlètes la même journée, les adultes surtout, par exemple dans le sport professionnel. Je pense que les données scientifiques qu'on a nous disent que même si l'athlète est un professionnel, il ne devrait pas avoir un retour au jeu la même journée parce que, comme je vous ai expliqué, c'est une blessure qui évolue. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui va peut-être être différent demain. Les enfants et les femmes, les jeunes filles, sont plus à risque de subir une deuxième commotion. Fait que prenez votre temps pour les retourner. Finalement, le casque, comme ça a été dit, le protège-dents n'assure pas une protection contre les commotions. Et ce qui est sorti de tout ça, c'est le rôle de la prévention et de l'éducation comme qu'on fait aujourd'hui. Donc, le plan d'action a été centré envers 5 outils. La recherche, on a besoin de plus de recherche. On a besoin d'établir le diagnostic avec des critères spécifiques et n'avoir aucun retour au jeu la même journée, prendre le temps nécessaire, l'équipement, plus de recherche dans l'équipement pour trouver une solution, modification et application des règlements, être sévère, et finalement la sensibilisation. Et je pense qu'avec ces outils-là, peut-être qu'on va arriver qu'on n'éliminera pas toutes les commotions cérébrales, mais on va arriver au point au moins qu'on peut se dire, ça arrive occasionnellement et non fréquemment. Merci.